Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de On en parle en chien. Je m'appelle Jessica Gagnon. Et moi, c'est Dominique Blais et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qu'on adore toutes les deux, la maisonnée multi-chien. Est-ce que c'est un bon plan ou un mauvais plan? Donc, on est deux personnes amoureuses des chiens qui ont quand même qui ont des maisons multi-chiens, en fait. Donc, si tu veux me parler peut-être un peu de ta réalité chez vous, mettons, pour nous mettre en contexte. Moi, ça va être un peu moins long que toi. Ah, ben, attends. Ma maison multi-chien, j'ai 2 chiens. C'est assez court, mais quand même. J'ai ma berger australien, évidemment, là, qui a eu 12 ans là, cette année. Zora, que j'adore. Et évidemment, j'ai mon petit équel, Milo, qui va avoir 6 ans cette année. Là. OK. Puis ça s'est toujours bien passé, la collaboration, la cohabitation. Est-ce qu'il y a comme des zones sensibles chez vous? Ou... Non, ça a toujours bien été, mais évidemment, comme on va le voir durant l'épisode, c'est sûr que j'ai mis tous les outils en place pour m'assurer, évidemment, d'une belle cohabitation, que mes chiens entretiennent une belle relation, créent une belle relation à la base aussi, vraiment sur, justement, des fondations qui sont solides. Auparavant, évidemment, comme je l'ai mentionné là, dans les épisodes antécédents, j'ai déjà eu une passion pour chiens. Donc, c'est sûr que ça m'a permis aussi d'en apprendre au fil du temps, évidemment, à force des expériences vécues. Évidemment, c'est sûr qu'on vient à apprendre du bagage personnel. Vraiment. Donc, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai déjà eu aussi plusieurs autres chiens qui, malheureusement, sont décédés aujourd'hui, mais... qui m'ont permis aussi de, évidemment, jongler à travers tout ça. Fait que c'est sûr qu'à la longue, on prend beaucoup d'expérience. On prend du bagage en observant, je trouve. Là. Ben oui. Beaucoup. Puis toi? En fait, moi, j'ai une grosse maison multi-chiens. Présentement, j'en ai 11 à ma charge. J'ai beaucoup de chiens qui proviennent de refuges ou de particuliers qui ont un contexte. Merci, Rocky, de switcher la page. C'était pas le temps. J'ai beaucoup de chiens qui proviennent de contextes assez difficiles. Donc, beaucoup de chiens avec des problèmes de comportement, si on peut dire, soit des problèmes de comportement à gérer en vie, en congénère ou avec les humains. Fait que, dépendamment là, des jours, des situations, je fais beaucoup de gestion à la maison. Fait que c'est pour ça que la maison multi-chien, c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup puis qui me plaît vraiment qu'on parle aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment le fun qu'on puisse l'aborder, puis en ayant chacun nos expériences aussi. Là. Oui, c'est très intéressant. Puis c'est sûr pour tous nos téléspectateurs aussi, parce qu'évidemment, bien souvent, quand on adopte un chien, on a l'amour des chiens. Donc, c'est sûr que idéalement, avec le temps, des fois, vient l'idée de vouloir adopter un deuxième chien ou un troisième, quatrième, cinquième. Sixième, c'est ça. Ouais. Je vous dirais d'emblée, en fait, que la meilleure façon d'adopter un deuxième chien, c'est d'avoir un premier chien déjà bien parti. Parce que souvent, quand on va adopter un deuxième chien, par mimique, par facilitation sociale, si on peut dire, ils vont se mettre à imiter les comportements du premier chien. Fait que, déjà en partant, si vous voulez adopter un deuxième chien, je vous dirais, adopter un deuxième chien, pas dans l'optique de gérer votre premier. Mettons. Tu sais, si tu as un premier chien qui a beaucoup d'énergie, qui manque déjà énormément de dépenses énergétiques, pas une bonne idée. Non. Vraiment pas une bonne idée, parce que quand on adopte un deuxième chien, bien évidemment, c'est 2 fois plus de temps, 2 fois plus de ressources, 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus de gestion. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si tu as un premier chien déjà bien starté, qui a déjà une bonne base, avec qui tu as déjà une belle relation bien tissée, ça peut être une bonne idée d'adopter un deuxième chien, parce que définitivement, les chiens, c'est des animaux sociaux qui bénéficient énormément du contact entre congénères. Oui, mais ça. Mettons qu'on parle de bonnes pratiques au niveau de l'adoption d'un deuxième chien. Je te dirais, c'est un bon plan d'adopter un deuxième chien si tu as du temps individuel pour 2 chiens. Fait que, tu sais, chez nous, mettons, c'est vraiment important que chaque chien ait un petit peu son moment à lui, son moment d'entraînement ou son moment de sortie à lui. Puis quelque chose que j'ai vu dans une formation que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le principe du favori du jour. Moi, ça, je l'applique quand même souvent à la maison. Fait que quand je fais des sorties, mettons, je m'en vais marcher en forêt avec des amis ou je m'en vais, genre, je sais pas, à la plage, par exemple, faire du paddleboard, souvent, je vais apporter un chien qui sort pour cette occasion-là, une activité qui lui plaît. Fait que souvent, mon favori du jour, ça va être le chien qui va fitter le plus avec l'activité que je m'en vais faire. Fait que moi, ça, c'est vraiment pour moi important de pouvoir donner du temps individuel à chacun de mes chiens, dans la mesure du possible, évidemment, parce que j'en ai quand même 11, puis j'en ai qui sont quand même assez réactifs, ou j'en ai qui ça les rend quand même anxieux de sortir de la maison. Mais le principe de favori du jour, moi, ça, j'aime vraiment ça. Fait que bien important, quand vous adoptez un deuxième chien, d'être capable de se dire, est-ce que j'ai du temps à donner à 2 chiens individuellement? 3 chiens individuellement. Parce que justement,
plus on adopte, plus qu'on a de temps à dépenser dans notre chien, mais donc forcément, plus qu'on doit privilégier l'éducation des chiens séparément. Oui, je pense que c'est important justement de miser sur les bonnes questions à se poser avant d'adopter. Est-ce que justement on adopte un deuxième chien ou un troisième, peu importe, un autre individu pour les bonnes raisons, tu sais? Justement, est-ce que, à savoir, premièrement, comme tu l'as mentionné, est-ce qu'on a le temps pour cet nouvel animal-là aussi, tu sais? Est-ce qu'on a du temps vraiment à lui consacrer, vraiment à lui seul aussi? Est-ce que aussi au niveau, tu sais, même si on l'a mentionné aussi dans nos épisodes antécédents, est-ce qu'on a aussi au niveau le budget, tu sais, est-ce qu'on a le budget pour s'occuper évidemment aussi de cette nouvel animal-là aussi? Est-ce que, justement, d'y aller, puis ça, on va le voir, je pense, un peu plus en détail, mais d'y aller aussi avec un nouvel animal qui va s'adapter à autant notre mode de vie en ce moment, mais aussi à notre autre chien. Parce que, tu sais, c'est pas tous les chiens qui vont s'entendre bien entre eux. Donc, c'est sûr qu'on veut aussi adopter un deuxième animal, mais ou que, justement, autant au niveau de la gestion environnementale, autant au niveau de l'entente entre congénères, ça se passe bien. Parce que là, si on adopte un autre animal, puis finalement, on doit toujours faire de la gestion parce que ces animaux-là ne sont pas nécessairement compatibles. Exactement. Ben, ça vient à autant créer du stress pour les deux individus, pour nous aussi. Puis ça diminue gros ta qualité de vie à toi. Ben oui. D'avoir tout le temps à faire de la gestion entre deux animaux qui s'entendent médium ou qui se tolèrent. Tu sais. De là aussi l'importance d'avoir une bonne base en langage canin. Fait que de bien connaître son premier chien, ça permet justement l'intégration facile d'un deuxième chien à la maison parce que tu sais déjà c'est quoi les motivateurs de ton premier chien. Tu sais déjà c'est quoi qui le fait triper, c'est quoi les activités qu'il aime. Fait qu'il y a des plus facilement une possibilité de faire des associations positives quand tu viens rentrer ton deuxième chien à la maison. Oui, puis tu connais son tempérament, tu connais sa personnalité, tu connais aussi ses réactions face à telle et telle situation, comment il se comporte déjà au niveau social avec ses congénères canins qu'il a rencontrés. Est-ce que justement, vu que souvent il a vécu plusieurs expériences, est-ce qu'il s'entend bien avec un tel type de chien? Oui, justement, vraiment. que ce soit des chiens de petite race, des chiens de grande race? Est-ce que c'est des plus vieux chiens? Est-ce qu'il s'entend bien avec les chiots ou il est pas beaucoup tolérant parce que tu sais, exemple, il est moins patient par rapport à... C'est sûr, si on a un chien, si on a un chien, exemple, de souvent 14... C'est quand même vieux, là, mais entre 10 et 14 ans, bien, c'est sûr que des fois, il n'aura peut-être pas la même énergie qu'un jeune chiot aussi. Ça veut pas dire que c'est incompatible. Dans certains cas, ça peut super bien fonctionner aussi, mais c'est vraiment du cas par cas. Ouais, puis beaucoup de gestion, puis évidemment. Beaucoup de gestion, définitivement. Faut savoir aussi que quand tu adoptes un deuxième chien, il faut que tu sois prête à partager ton espace avec deux petites tornades qui jouent tout le temps ensemble si ça se passe bien. C'est un peu inévitable. Ou tornade, genre ouragan, ça se passe mal. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est ça. Souvent, les chiens, mettons, il va falloir que tu viennes vraiment leur imposer des limites à être plus calme à la maison si tu en adoptes un deuxième, évidemment, parce qu'ils vont tout le temps vouloir être portés à jouer dans un lieu qui est sécurisant pour eux autres, donc dans la maison. Fait important de, oui, avoir le temps de les faire bouger à l'extérieur ou dans un lieu qui est sécurisé pour eux, puis aussi d'être capable de savoir que ça sera pas de tout repos, des fois. Ouais. Des fois. Surtout si tu as des jeunes chiens. Tu sais, mettons, un chien en bas de 3 ans, tu adoptes un deuxième chien, souvent, les chiens en bas de 3 ans sont beaucoup plus sociaux que les chiens un petit peu plus vieillissants. Mm-hmm. Fait que souvent, justement, le fit va tellement être bon que ça va pas se lâcher 2 minutes. Fait que faut que tu sois prête à... Faut que tu sois conscient de ce fait-là aussi quand tu adoptes un deuxième chien. De savoir, tu sais, quel animal, c'est ça, justement, au niveau autant de l'âge, au niveau de la race, au niveau aussi de la grosseur, au niveau de la dynamique, tu sais, quel qui est vraiment le plus adapté pour être sûr d'avoir justement un meilleur fit entre chiens. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est d'améliorer la qualité de vie du premier chien en ayant un congénère canin pour lui tenir compagnie pendant qu'on n'est pas là, ou pour y tenir compagnie en général, parce qu'il bénéficie beaucoup du contact avec les autres chiens, mais on veut pas non plus que d'adopter un deuxième chien, ça vienne réduire la qualité de vie du premier, puis même, à la limite, réduire la qualité de vie du deuxième, puis même notre qualité de vie à nous. Là. Non, ça, c'est important. Faut définitivement pas que ça devienne un fardeau. Ouais, vraiment pas. On parlait du budget tantôt. Dans le premier épisode, on a parlé d'un budget d'environ 3 000 $ pour chaque chien par année. Si tu as un deuxième chien, il faut que tu sois conscient que ça te prend un bon budget pour la bouffe. Parce que de la nourriture de bonne qualité, avec des bons ingrédients, ça coûte cher. Ouais. En moins que tu fasses tes mélanges à la maison. Ça peut être encore, on s'entend. Ça reste quand même dispendieux. Et bon budget pour le vétérinaire, parce que si, par exemple, tu adoptes un chiot comme deuxième chien, il faut savoir que la stérilisation, c'est pas gratuit. La vaccination, c'est pas gratuit. Puis souvent, la stérilisation va venir donner un coup de main au niveau de la cohabitation entre, mettons, chiens de même race, même sexe.
Même sexe, en fait, pas de race, ça n'a pas rapport. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. La stérilisation, les vaccins, les check-ups vétérinaires, fait que tout ça, c'est à prévoir, c'est x2. Fait que, Ouais. tu sais, Puis même encore dans le sexe contraire, parce que là, tu sais, on veut pas non plus, justement, exemple, même si, bon, ben, t'as une première chienne, même si c'est stérilisé, puis là, t'adoptes un jeune chien de sexe mâle, puis finalement, tu sais, tu le fais pas stériliser. Fait que, tu sais, un chien, exemple, qui est pas stérilisé, mais qui peut se reproduire, tu sais, il viendra pas à garder cette frustration-là par rapport au fait de pas pouvoir tu sais, de pas pouvoir se reproduire. Mais c'est sûr qu'un chien qui est pas stérilisé puis qui ne peut pas se reproduire, ça vient souvent Ça à vient causer des hyper frustrations, là. Puis on peut avoir des chiens, tu sais, qui viennent, dès qu'ils voient une femelle, même si elle est stérilisée, qui ne cesse sans cesse, même malgré, tu sais, ce que dégage la femelle, exemple, qu'elle recherche pas à se reproduire ou quoi que ce soit, mais qui constamment qui deviennent vraiment qui deviennent bouillis, incessants, là, tu sais. Ça Vraiment. peut venir nuire à la relation aussi, évidemment. c'est une méchante gestion, là, à la maison, d'avoir une femelle pas stérilisée qui est en chaleur, puis d'avoir un mâle pas stérilisé en chaleur. Oh, tabarnak. Oui, avec pas les chaleurs, puis je sais Je pas te si les jure gens, que ça te tente les pas, gens man. savent tout ça, là, mais les femelles aussi, là, ont des menstruations, là, Ouais, fait que ça prend des couches, Ouais, ça c'est prend ça. une bonne gestion, parce que même si toi, exemple, t'as pas nécessairement d'autres chiens ou que ton mâle est stérilisé, ben ça veut pas dire que les autres propriétaires de chiens à Sont aussi l'extérieur... responsables que c'est toi ça. en attachant leur chien. Fait que c'est ça, c'est ça. Stérilisation chez la femelle à privilégier. Puis on parlait, tu sais, on parlait aussi tantôt pas tantôt, mais ouais, quand on s'est vu tantôt, de pension. Fait que important aussi de prévoir un budget pour la pension. Si tu pars en vacances, t'as pas juste un chien à faire garder, t'en as 2. Fait que, tu sais, si c'est 30$ la pension par jour, il faut que tu t'attendes à payer 60$ par jour pour les 2, au minimum. Fait que, tu sais, ou sinon avoir un entourage solide qui est prêt à garder ton chien numéro 1, puis peut-être un entourage numéro 2 pour le chien numéro 2, ou quelqu'un qui est capable de prendre les 2 chiens à la même place en même temps. Fait que, tu sais, ça, c'est définitivement à considérer avant même de penser à adopter un 2e chien, ou un 3e, ou un 4e. Tu sais. Mettons que moi, je pars à l'extérieur, c'est une stifie de gestion, là. Ouais, c'est beaucoup plus complexe, c'est sûr. C'est très complexe parce que je n'ai 11 à placer à 11 places différentes, là. Fait que c'est ça, c'est une méchante Moi, gestion. juste à 2, tu sais, c'est quand C'est un même casse-tête. complexe. Là, avec Milo, que c'est plus difficile au niveau des intégrations, au niveau de la socialisation avec les congénères inconnus. Fait que ça me limite un peu au niveau des possibilités. Là, tout ce qui est pension, c'est pas nécessairement possible, vu que, tu sais, ils sont en contact beaucoup avec plein d'autres chiens, des fois, qui se connaissent pas nécessairement. C'est plus difficile. De différentes énergies, différentes grosseurs, différentes races, etc. Fait que il faut vraiment que j'y aille plus avec des pensions familiales ou avec mes amis, Tu veux pas scraper ton ma chien. famille, tu sais. Tu veux pas non plus tu veux pas scraper ton chien en l'envoyant dans une pension qui respectera pas non plus. Puis tu veux partir aussi avec l'esprit libre, tu sais, tranquille, de comme je peux partir en vacances. Puis Mon chien n'est pas agressé. Non, c'est ça. Mon Ou chien. même, tu sais, d'être juste stressé qu'il arrive un incident ou quoi que ce soit. Oui, exactement. C'est sûr qu'il n'y a jamais de risque zéro, on s'entend, là, mais quand même. Ben, c'est devenir le plus qu'on peut limiter. ouais. Exactement. Les premières présentations entre 2 chiens, pas de même famille, mais qui s'apprêtent à partager le même environnement, vraiment important, en lieu neutre. Ouais. Le plus Moi, possible. c'est ce que je recommande. En lieu neutre, dans un contexte extérieur. Parce qu'intérieur, même si la maison est très, très grande, ça reste que souvent, tu sais, c'est limité, c'est restreint. Il y a des raccoins. Il va y avoir beaucoup souvent de ressources d'un ou de l'autre animal, ce qui fait que souvent, le chien va être comme moins porté à vouloir aller dans une bonne socialisation. Donc, vraiment, un lieu neutre, c'est l'idéal. Un lieu extérieur. Un lieu en nature aussi, où les chiens peuvent vraiment, là, qui connaissent pas nécessairement, souvent, donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc, le chien, souvent, il va être plus porté à explorer son environnement en premier lieu. Ce qui fait que souvent, ça va permettre au stress, si les animaux étaient stressés, de diminuer la tension. Puis quand les chiens vont aller dans un contact, souvent, ça va être un contact, évidemment, qui va être beaucoup plus bénéfique, là. Définitivement, vraiment. Souvent, quand j'intègre un nouveau chien à la maison, les premières présentations que je vais faire, c'est avec mes chiens les plus sociaux. Fait que mes 4 ou 5 chiens les plus sociaux, dans un lieu qui est déjà associé positivement. Fait que chez mes grands-parents, j'ai eu un sentier de randonnée en arrière de chez eux que je vais souvent marcher avec mes chiens. Donc, dans le fond, souvent, quand je vais faire une première présentation, c'est là que je vais aller parce qu'à chaque fois qu'on s'en va là, c'est le fun. À chaque fois qu'on s'en va là, on a des beaux moments. À chaque fois qu'on s'en va là, on joue, on sniffe, on est en nature, on a du plaisir. Fait que c'est pas chez moi. Puis en même temps, ça permet aussi de décompresser, justement, de l'environnement à la maison avant de rentrer le chien
chez nous. Oui. Puis on sait que tout ce qui est au niveau de la dépense, que ce soit la dépense physique, la dépense sensorielle, fait que là, tout ce qui est aussi au niveau olfactif, mais ça permet vraiment au chien de redescendre aussi, d'éliminer certaines sources de stress. Donc, c'est sûr que moins le chien est stressé, moins il est en hypervigilance, moins évidemment il est porté à reproduire des comportements dans le but de se protéger ou d'analyser une situation vraiment contraire à ce qu'elle était, exemple, à la base, là, aussi. Oui, là. effectivement. Rocky, c'est... OK. Je t'ai pas rendu compte de ça. Non, pas tout. La gestion d'environnement, quand on vient intégrer le deuxième chien à la maison, je dis tout le temps deuxième, mais le deuxième, troisième. Le nouvel animal. C'est ça, le nouvel animal à la maison. Définitivement très important. Souvent, je vais souvent dire ça, moi, je suis la queen de la gestion d'environnement. C'est pour ça que je te laisse un peu cette partie-là, parce que c'est sûr que tu le vis à tous les jours, fait que c'est sûr que pour toi, c'est plus facile aussi d'en parler. Si tu connais, dans le fond, ton premier chien, tu le sais un petit peu comment il est. Fait que c'est quoi les choses qui lui plaisent, oui, mais c'est quoi les choses qui le trigger aussi. Fait que, tu sais, par exemple, je sais qu'à la maison, quand j'intègre un nouveau chien, les os à gruger, oublie ça, c'est pas possible. Fait que, tu sais, quand je vais... T'es pas seule, là, je te dirais que quasiment 90% et plus. Ah, ben là, vraiment. C'est totalement normal aussi, une protection de ressources. Toutes les êtres vivants, pas seulement les chiens, mais tous les êtres vivants font de la protection de ressources à différents degrés, même évidemment. Là. Mais même nous, tu sais, quand on protège notre maison, c'est notre terrain, c'est nos enfants, c'est notre conjoint. C'est ma bouffe. C'est toute de la protection de ressources, puis c'est naturel, puis c'est instinctif à tout être vivant, puis c'est vraiment question de survie. Puis souvent, les animaux, souvent qu'on va avoir tendance à dire qui ont un tempérament plus fort, bien souvent, ils vont faire plus de protection de ressources, puis c'est souvent les individus qui ont plus de chances de survie aussi dans un contexte, exemple, de plus naturel, exemple. Effectivement. Fait que, tu sais, la gestion d'environnement dans tes premiers jours de deuxième animal à la maison, ça va être important de vraiment venir limiter l'accès aux zones critiques. Fait que, par exemple, chez moi, je sais que la cuisine, c'est une zone critique puis qu'il y aurait des chances que mes chiens chicanent en étant sur le bord de la cuisine avec le nouvel arrivant. Fait que, dans le fond, là, je vais mettre une barrière pour protéger l'accès à la cuisine. Fait qu'il n'y a pas aucun chien qui va avoir accès. Comme ça va venir faire redescendre un petit peu le stress à la base. L'accès à la chambre, l'accès à mon lit, c'est vraiment des choses qui sont restreintes en tout temps à mes chiens parce que je veux pas qui se mettent à protéger la ressource, fait que protéger mon lit quand ils ont le droit d'y aller en tout temps. Puis de deux, ça vient vraiment comme limiter aussi les problèmes futurs si jamais je rentre un nouveau chien à la maison. Tu sais, des fois, je dépanne des amis, j'amène le chien d'un ami à la maison. Ben mes chiens n'ont jamais accès au lit, fait que comme ça, ils peuvent pas guetter le lit par rapport au deuxième chien. Les divans aussi, c'est vraiment une zone qui est limitée, restricted. Fait que, tu sais, comme toutes les zones où mes chiens peuvent faire de la protection, soit de meubles, soit d'objets, définitivement, c'est à surveiller. Si jamais tu as des chats à la maison, très important aussi de venir limiter le contact avec les chats parce que ton deuxième chien va peut-être triper, mais ton chat va peut-être moins triper un peu. Oui, puis ça, c'est du cas par cas aussi. T'sais, si vous savez que, justement, l'individu, c'est un individu qui est déjà adulte, qui a déjà, auparavant vécu avec un chat, que ça va toujours super bien, qui n'a jamais fait de prédation, quoi que ce soit, bien là, c'est sûr que, on peut y aller quand même plus de façon libre, mais c'est vraiment du cas par cas. Comme toi, c'est par rapport à ton expérience, par rapport à tes chiens. Ça veut pas dire que ça, c'est important pour tous nos auditeurs, que c'est de là l'importance de vraiment connaître son chien puis de savoir qu'est-ce qui a plus de difficultés, soit à partager ou qu'est-ce qu'il tolère pas nécessairement. Pour vraiment adapter selon les individus qu'on a, selon aussi notre contexte, puis selon aussi, évidemment, notre environnement. C'est ça. C'est des trucs, ça reste des trucs bien personnels de comment moi je fais les choses, mais ça veut pas dire que c'est la science infuse non plus. Fait que, tu sais, peut-être que ton premier chien est habitué au chat, peut-être ton deuxième chien ne le sera pas. Fait que, justement, la gestion d'environnement avec l'autre animal déjà de la maison, tu sais, l'accès à la litière, mettons. Tu sais, peut-être que ton deuxième chien va se mettre la face dans la litière, mais ton premier chien n'a jamais fait ça. Fait que, tu sais, justement, venir gérer ce bout-là. Oui, puis c'est tellement important, la gestion environnementale, surtout vraiment au début, tu sais, vraiment les premières semaines, d'ici à connaître aussi plus le deuxième individu.
en tout cas, le nouvel individu qui se joint. Puis en même temps aussi, pour justement éviter les risques. On ne veut pas attendre que justement des incidents arrivent, que ce soit avec le chat, que ce soit justement le chien qui va manger les selles dans la litière, puis à un moment donné, il va se renforcer parce qu'il va y trouver un certain plaisir, puis ça devient comme problématique parce que là, il a tendance à le refaire toujours. Ou justement qu'il arrive des incidents de protection de ressources dans certaines situations X entre ces individus-là, puis qu'après, ça a vraiment un impact sur la relation à venir. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que souvent, les premières expériences vont être vraiment... La relation va être basée sur ces premières expériences-là. Donc, d'où l'importance de pas attendre qu'un incident se présente pour là, comme décider commencer à gérer l'environnement puis à mettre plus à faire plus attention. Gérer plus maintenant pour gérer moins plus tard. Ouais. T'sais, les premiers jours, pour un animal dans une nouvelle maison, c'est toujours extrêmement stressant. Fait que ça se peut qu'il y ait des comportements qu'il n'aura pas plus tard ou vice-versa, ça se peut qu'il y ait des comportements, qu'il n'y ait pas de comportement XY là présentement, mais que justement plus tard, il va les développer. Fait que ça te permet d'apprendre justement à connaître ton chien dans les différents contextes, de vraiment venir gérer ton environnement puis d'éviter ou de réduire le risque au minimum qu'il arrive un incident entre le chien 1 et le chien 2. Par rapport à l'attention aussi, on dit souvent, mettons, je peux pas... je me fais souvent dire, je peux pas adopter un deuxième chien, mon premier chien est jaloux. La jalousie, en fait, puis... on attribue ce trait de caractère-là à un chien, mais en tant que tel, la jalousie, pour l'humain, ça vient avec un genre de sentiment amer. Tu sais, comme un genre de ressentiment. Le chien n'a pas ça, vraiment. Fait on qualifierait pas ça de jalousie, mais plutôt de protection de ressources, de protection d'humain, de protection d'espace. Fait qu'en fait, si ton premier chien, par exemple, est en train d'avoir des câlins, puis que là, ton deuxième chien, il vient se foutre la face là, puis que soudainement, tu lâches le premier pour donner de l'attention au deuxième, il y a des bonnes chances que le premier soit pas content. Ouais. Fait que, tu sais, ça va vraiment être à gérer dans les débuts, d'être capable de faire, si je donne l'attention à chien 1, je donne pas d'attention à chien 2 et vice-versa. Que chaque chien comprenne qu'individuellement, ils peuvent avoir leur moment d'attention, d'affection, d'entraînement, de sortie, puis que quand c'est à leur tour à 200 %. Ouais. Moi, c'est d'où l'importance, c'est ça que je mentionne beaucoup à mes clients qui veulent justement adopter un nouveau chien, c'est l'importance parce que ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir des gens qui me contactent justement, tu sais, ça allait super bien au début, puis mon chien 1 tolère plus mon nouvel animal. Ben souvent, tu sais, ça, je leur dis, c'est que ça vient à répétition. Souvent, ils ont souvent tendance à me dire le terme, je crois qu'il est devenu jaloux, tu sais. C'est pas de la jalousie. Souvent, on a tendance à vraiment humaniser le chien, mais c'est souvent justement relié à de la protection, justement, soit de ressources, quelle qu'elle soit. Fait que l'important, c'est de comprendre que souvent, c'est pas la première fois que le chien va réagir. C'est qu'à la longue, au fil du temps, exemple, que ça fait 2 mois que tu as adopté une nouvelle arrivant, mais ça fait 2 mois que ça fait peut-être 100 répétitions que tu flattes un des chiens, l'autre, justement, vient s'immiscer. Il perd le contact, on le donne à l'autre. Il perd la gâterie, je le donne à l'autre. Il perd le jeu, je le donne à l'autre. Et c'est là qu'à un moment donné, à force que ça soit toujours répétitif et constant, que l'animal vient à associer, chaque fois que j'ai la ressource, l'autre individu s'approche, je perds la ressource, peu importe. Exactement. Quelle qu'elle soit. Fait d'où l'importance de faire attention justement à ça, comme tu l'as mentionné, parce que ça peut vite engendrer des problématiques au niveau de la protection de ressources, puis vraiment la renforcer, autant chez le premier individu qui avait la ressource que autant chez le deuxième individu qui va venir sans cesse venir s'immiscer. Exactement. Pour ça, souvent, ça fait des chiens. Les gens vont me dire, dès que je donne attention à un, l'autre, il se dépêche. Dès que je joue avec un, l'autre se dépêche. C'est parce que, tu sais, à la longue, on veut pas, nous aussi, on vient à renforcer ce comportement-là chez lui qui vient s'immiscer constamment. Puis, tu sais, de là, l'importance aussi de venir intégrer la commande. Tu sais, chez nous, mettons, quand les chiens rentrent à la maison, les premières commandes qu'ils apprennent, c'est là-bas. Ça veut dire, va-t'en là-bas jusqu'à temps que je te rappelle. Fait que, tu sais, le là-bas, pour moi, ça a été comme sauveur de vie, dans le sens où je l'ai appris à tous mes chiens. Puis maintenant, quand que je suis en train de flatter chien 1, puis que chien 2 arrive, puis j'ai dit là-bas, il sait qu'incessamment, ça va être à son tour pareil. Fait que, tu sais, il vient plus comme gosser, puis c'est ça. Il attend son tour. Moi, tu sais, d'apprendre au moins sinon une condition de négation, que ce soit c'est non, tu attends, ou c'est non, ça va être à toi après, là, c'est. D'où l'importance aussi de créer un petit peu de la prévisibilité qu'on appelle. Définitivement. Donc, tu sais, de nommer ce qu'on va faire, autant dans cette situation-là qu'on parle, qui est vraiment non, là, c'est pas à toi, c'est exemple à Zora ou c'est à Rocky. Donc, à un moment donné, autant qu'on donne des récompenses, qu'on nourrit, moi, ça va être exemple, OK, là, c'est à Zora. Donc, je sais qu'à force que, c'est sûr,
ils comprennent pas la première fois que tu le dis, mais à force de le dire toujours, OK, là, c'est à toi, là, c'est à toi, ils finissent par savoir, OK, là, c'est le tour à tel individu, OK, là, après ça, c'est rendu mon tour. Donc, ça fait justement des chiens que je suis capable autant de jouer avec eux et qu'ils soient tous à proximité, sans nécessairement tous qui, exemple, veulent s'arracher le jouet puis qui finalement finissent par se chicaner ou se battre. Ou autant au niveau de l'affection, ben ça fait pas des chiens qui viennent justement s'immiscer puis que là, ils viennent comme pousser l'autre individu parce qu'ils savent que quand j'ai dit que c'est Azora, si tu essaies, ben tu n'auras pas, évidemment, le renforcement, que ce soit la flatterie ou le jeu ou la gâterie ou peu importe. C'est une base de bienséance à apprendre à ton premier et à ton deuxième chien que quand, justement, tu es en interaction avec le premier chien, bien, que le deuxième ne vienne pas s'immiscer. C'est vraiment une base de bienséance, au même titre que de s'asseoir en avant de la porte avant de sortir. Ben oui. Puis en même temps, ben, ça vient enlever la frustration chez l'individu parce que là, il comprend, OK, là, c'est à tel. T'sais, parce que sinon, on dirait que si on ne crée pas de prévisibilité, puis on ne vient pas à nommer, ben, le chien, à un moment donné, il va tout essayer puis il ne comprend pas comment il peut faire pour justement avoir là l'attention, lui, ou avoir le jeu ou quoi que ce soit. Mais quand on vient de créer de la prévisibilité, ben, le chien sait, OK, là, c'est à tel, donc. T'sais, justement, indirectement aussi, évidemment, on va y aller à la chaîne. Donc, c'est sûr que indirectement, le chien sait que, OK, là, c'est pas mon tour, mais ça va l'être par la suite éventuellement, après, si je reste proche. Si je viens pas à m'immiscer, parce que chaque fois qu'il venait s'immiscer, ben, il n'y avait pas le contact de toute manière, il n'y avait pas le jeu. Ben, quand il attendait patiemment, ben, il finissait par l'avoir. Donc, souvent, ça va venir à renforcer aussi les comportements un petit peu plus de patience. Là. Puis, un bon truc à apprendre aussi à son premier chien, avant même l'arrivée du deuxième, ça va être un tapis reste. Fait que, tu sais, vraiment, va sur ton coussin, reste là, puis mais que je t'appelle, ça va être à ton tour. Ou genre, éloigne-toi par là, reste là, puis mais que je t'appelle, ça va être à ton tour. Fait que, tu sais, d'être capable de montrer ça à ton premier chien avant que le deuxième arrive, ça va t'éviter justement une gestion inutile ou un stress inutile, que déjà, à la base, ta commande va être comme déjà bien acquérie là, au niveau de ton chien. Fait que, tu sais, il va déjà savoir à quoi s'attendre quand tu dis tapis là-bas, puis attends, tu sais. Oui, puis tu sais, on vient enlever, au final, la protection de ressources par rapport à ça, parce que comme le premier individu à qui on offrait l'attention, à qui on offrait le jeu ou quoi que ce soit, se fait jamais déranger par le second individu, bien, il vient pas à créer de la frustration que l'autre s'approche à vouloir l'éloigner. Tu sais, on sait que souvent, l'agressivité, c'est dans le but de mettre de la distance avec soit le congénère, soit la personne, en tout cas, soit peu importe le stimulus. Bien, c'est un peu ça. S'il sait, en fait, qu'il perd pas le contact quand l'autre individu s'approche, bien, il voudra pas nécessairement venir à éprouver un comportement agressif dans le but de mettre de la distance avec son congénère. Exactement. Donc, on élimine les comportements, justement, agressifs qui sont impactés interreliés à la protection de ressources aussi. Définitivement. D'où l'important. Un autre bon truc, en fait, au niveau de la gestion, ça va être d'utiliser la cage pour être capable de donner des moments individuels à chacun des chiens. Pour moi, chez moi, la cage, c'est une manière de gérer chacun de mes chiens individuellement, puis quand il est bien intégré, ça peut vraiment définitivement être un outil qui favorise la relaxation, la détente aussi. Fait que mettre le chien dans la cage, il donne un truc à faire. Pour eux autres, c'est pas une punition, c'est vraiment là présentement c'est pas mon tour ou là présentement c'est pas ma sortie. Fait que plus tard, ça le sera puis c'est tout. Fait que vraiment, comme moi, je l'utilise de cette façon-là. Puis souvent, quand je vais intégrer un nouveau chien à la maison, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais vraiment faire des jeux pour intégrer la cage de façon poussée. Fait que lancer des gâteries dans la cage, libérer mon chien, tu sais. Être capable de comme vraiment l'intégrer comme le jazzer pour que ça soit cool puis que le chien fasse comme nice. Quand je m'en vais dans la cage, c'est tout le temps super le fun, super positif. On a tout le temps du plaisir, on joue autour de ça. Fait que comme ça devient jamais justement un outil négatif ou un outil coercitif de punition. Oui, d'où l'importance que oui, si on utilise la cage, bien, c'est sûr, comme tu l'as mentionné, il faut que ça soit vraiment intégré de façon progressive et positive. Oui. Donc, on l'utilise pas à terme de punition. Évidemment, on l'intègre de façon justement progressive et positive. Donc, on peut justement, comme tu dis, soit jouer à proximité, soit lancer des gâteries. Moi, souvent, ce que j'aime aussi à mes clients, je mets souvent les bols d'eau au début à l'intérieur avec la porte qui est toujours accessible, ouverte. Donc, le chien prend l'habitude d'y aller. Souvent, je vais mettre sa nourriture, ses os. Même si au pire, il va chercher là, s'il sort, c'est pas grave. Je veux qu'il associe que chaque fois que tu vas là, tu trouves de quoi d'intéressant. Toutes les choses cool sont là. C'est ça. Quand je fais mes intégrations de nouveaux jouets, ça va être la même chose. Puis évidemment, ben là, on parlera pas là-dessus parce qu'on pourra en parler tout le long du podcast d'aujourd'hui. Là. Mais évidemment, il y a des façons progressives de l'intégrer aussi avec des durées
de façon progressive pour qu'à la longue, le chien soit à l'aise d'y être pendant de plus longues périodes. Mais ça, on pourra peut-être y revenir plus tard, là, mais... C'est ce qu'on veut pas dans l'intégration de la cage, c'est que le chien se mette à paniquer, qu'il gratte partout, qu'il vocalise. C'est là, il tombe en état de détresse, puis c'est vraiment comme là où je pense que la cage devrait être réintégrée de façon plus positive à ce moment-là. Oui. T'sais, là, on parle de cage, mais ça peut être en fait n'importe quel outil de gestion pour vous aider à avoir une meilleure gestion, surtout quand, exemple, vous êtes moins présent ou justement que là, il y a un nouvel animal, puis ça demande plus de gestion environnementale au début ou que, tu sais, justement, là, dans certains moments précis, qu'on veut justement facilement gérer, sans nécessairement nous avoir à toujours intervenir. Mais Vraiment. là, on parle de cage, mais ça peut être des enclos, ça peut être des barrières, ça peut être plusieurs pièces. Mais dans tous les cas, ça reste des outils. Donc, il faut les intégrer de façon progressive et positive. C'est pas de le mettre dans la cage ou de le mettre dans la pièce ou de le mettre de l'autre côté de la barrière sans que... il y a eu d'intégration zéro. Qu'il soit habitué. Oui, définitivement. Tu sais, quand on adopte un deuxième chien aussi, c'est important, ben, on l'a répété plusieurs fois, mais de connaître son premier chien, mais aussi de comprendre que c'est pas tous les chiens qui bénéficieraient à 100% d'avoir un congénère à la maison. T'sais, on a 4 types de socialité au niveau du chien. On a le chien ultra social, qui lui est comme souvent un jeune chiot où c'est vraiment beaucoup plus rare. Donc, le chien qui va s'entendre avec tous les chiens, pas beaucoup d'exceptions, qui joue, qui a du plaisir, qui est vraiment comme heureux d'être en contact. Tu as le chien social, donc social sélectif, si on peut dire. Ouais. Fait, le chien, justement, qui est plus sélectif envers ses congénères. Le chien qui va apprécier tel type de chien, moins tel type de chien. Le chien plus vieillissant devient un peu sélectif social sélectif, dans le sens où ça se peut qu'il soit social avec juste certains types de chiens, étant donné que là, il est plus vieux. Fait qu'un jeune chiot qui va y mettre les pattes dessus, pour lui, ça va être inacceptable. T'sais. Fait que c'est à prendre en considération aussi. Tu as le chien qui est tolérant, donc le chien qui fait juste tolérer les autres chiens, qui n'a pas de désir d'interaction ou même à la limite qui repousse les autres chiens pour ne pas avoir d'interaction avec eux. Puis le chien est complètement intolérant. Donc, le chien qui ne veut rien savoir des autres chiens, qui, lui, est bien dans sa bulle, bien dans ses affaires. C'est sûr que si tu viens intégrer un deuxième chien à la maison, il y a des chances qu'il capote un peu. Ouais. D'où l'importance. C'est important de comprendre que la plupart des chiens se situent vraiment dans la gamme qui est sélectif ou tolérant. Oui. Donc, c'est normal que votre chien ne s'entende pas nécessairement avec tous les autres chiens. Comme nous, on ne s'entend pas nécessairement bien avec tout le monde. Mais quand même, c'est sûr, on s'entend au niveau du degré d'interaction, quand même... certaines barèmes à respecter. Mais bon, c'est important de comprendre ça. Puis c'est quand même rare les chiens qui se situent dans le hyper sociable ou même chose dans celui aussi qui est intolérant. Là. Intolérant, c'est sûr que souvent, ça va être relié soit à des mauvaises expériences, soit à un manque de socialisation aussi. La race, des fois, fois, peut faire d'antécédents. en sorte que... La race, mais... souvent, les chiens de protection vont être un petit peu moins... vont être dans le tolérant-intolérant, là, mettons. Parce que, justement, on veut pas généraliser, mais ça reste quand même que, par exemple, un Akita, qui a tout le temps été reproduit pour plus ou moins aimer ses congénères parce qu'il est très protecteur à la base dans son tempérament, va être probablement un peu moins social avec les congénères. Oui. Fait qu'il va être plus dans le tolérant. Fait que, tu sais, si on veut intégrer un deuxième chien, peut-être important quand tu as un chien qui est tolérant, soit de vérifier pour peut-être une race similaire. Fait que, tu sais, un cane corso va peut-être mieux s'entendre avec un cane corso parce qu'ils ont le même genre de langage canin. Ils ont le même genre de réaction face à un autre congénère. Fait que, tu sais, possiblement qu'il va mieux s'entendre aussi avec un chien de la même race ou même mâle-femelle. Fait que définitivement, d'adopter un chien du sexe différent de ton premier chien, ça va vraiment donner un coup de main au niveau de la socialité un peu. Parce que souvent, on entend dire que les mâles-mâles, c'est moyen, mais femelle-femelle, c'est très moyen aussi habituellement. Oui, au niveau des études, j'avais lu justement que vraiment, on avait tendance à penser que souvent, mâle-mâle s'entendait moins, puis il y avait plus de niveau de risque que femelle-femelle, mais au niveau vraiment des études, ça a été prouvé que souvent, le niveau de risque est plus élevé et au niveau, quand il se passe des incidents, souvent, il y a plus un degré de dangerosité au niveau des d'effets au niveau, tu sais, en tout cas, des plaies ou quoi que ce soit, en tout cas, en tout cas, j'ai oublié le mot, là, mais... Avec lésion. Avec lésion, c'est ça. Qui va être plus grave souvent que par rapport à mâle-mâle. Mais que vraiment, le fit parfait, souvent, c'était mâle et femelle. Mais encore là, tu sais, c'est tellement... Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que, tu sais, j'ai déjà vu des chiens qui s'entendent super bien. Puis à la maison, ils ont 2 mâles ou 2 femelles. Fait que c'est tellement du cas par cas. Chez nous, c'est une maisonnée majoritairement mâle. J'ai moins de femelles, justement, parce que
par expérience personnelle, puis par désir personnel aussi, parce que je suis moins compatible un peu avec les femelles, je sais pas pourquoi, ben souvent, mes femelles vont être plus portées à faire de la protection ou à s'agresser entre elles. Fait que j'ai moins de femelles parce que par expérience personnelle, c'est comme ça que ça se passe à la maison. Fait que, tu sais, j'ai des chiennes qui sont tolérantes envers les femelles, mais qui sont pas sociales envers les femelles. Fait que ça aussi, ça joue pour beaucoup du fait que jamais je vais réintégrer une nouvelle femelle chez nous parce que, justement, je le sais comment mes chiens sont. Puis je sais comment mes chiens sont en groupe aussi. Fait que, tu sais, une femelle, ça passe moins bien qu'un mâle, habituellement. Mais ça, c'est une expérience personnelle aussi, tu sais. Faut savoir aussi que, tu sais, ça se peut que tu adoptes un deuxième chien puis que ton deuxième chien, ou vice-versa, soit un peu plus bully avec ton deuxième chien, dans le fond. Tu sais, les chiens comme qui comprennent pas le langage canin, qui en ont rien à foutre du langage canin, qui sont comme on joue, ou au contraire, qui deviennent vraiment comme obsédés par le premier chien de la maison, à le suivre partout, à zéro respecter ses signaux, c'est une possibilité aussi. Fait que, tu sais, c'est à prendre en considération du fait que ça se peut que ton premier chien puis ton deuxième chien s'entendent médium au début puis que tu vas avoir beaucoup de gestion puis d'intervention à faire. Je sais pas si c'est une situation que tu as déjà vécue à la maison, mettons, les chiens, plus en pensant des chiens qui étaient plus bullies, là, qui venaient vraiment piquer, mais c'était assez rare. Moi, ce que je conseille, c'est sûr, c'est de ne pas laisser faire cet individu-là. Vraiment pas. Donc, on va utiliser beaucoup la gestion. Moi, souvent, je vais utiliser beaucoup la longe. Donc, cet individu qui est un petit peu plus problématique va être, lui, en longe. Comme ça, au moins, le second individu qui a souvent tendance à se faire agresser peut au moins se retirer. C'est sûr que tant que l'autre chien fait de la fixation ou quoi que ce soit, évidemment, il va y avoir une gestion environnementale, soit avec la longe, soit avec une clôture, etc., qui va être mis pour éviter de un, qu'il continue à reproduire ces comportements-là, puis ça devient, on dirait, une mauvaise habitude. Puis en même temps, bien, c'est sûr, pour aussi permettre à l'autre individu d'être à l'aise, d'avoir des moments de repos, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être très intense. Là. Puis ces chiens-là, souvent, ça va être des chiens qui ont tendance à s'entendre super bien avec la plupart des chiens, mais un certain type de chiens vont tendance vraiment très bully à faire une défixation. Par expérience personnelle, les bergers, les golden doodle, c'est semi-compatible. Mais d'où l'importance, c'est de socialiser son chien avec vraiment, comme on l'a dit dans les épisodes antécédents, avec plusieurs types de chiens, autant pour l'habituer de un, mais de deux, en même temps, de savoir justement avec quel autre, justement, ça fonctionne plus, c'est plus compatible pour, au futur, si on décide d'adopter, évidemment, un autre animal, d'être en mesure de savoir reconnaître avec quel type d'individu mon chien a plus de chances de bien s'entendre, évidemment. Oui, définitivement. Il faut savoir aussi que, dans le fond, les mauvais comportements, souvent, quand on va adopter un deuxième chien, vont être imités par le premier... Les mauvais comportements du premier chien vont être imités par le deuxième chien. Souvent, mettons, les sauts sur le comptoir, si c'est pas une habitude que ton deuxième chien avait ou que ton premier chien avait que ton deuxième chien le fait, ça se pourrait qu'il commence à le faire. C'est parce qu'il voit que c'est payant. Oui, puis il y en a beaucoup. Là. On parle de pratiquement tous les comportements, mais les plus, je te dirais, général. On parle des jappements, évidemment. Jappements extrêmement. Ils ont tendance, évidemment, à reproduire, suivre la meute, suivre l'effet. Fait que les jappements, tout ce qui est au niveau des sauts, la surexcitation, évidemment, ont tendance à suivre l'énergie. C'est vraiment exponentiel. Si le chien ne revient pas au rappel, ton premier chien, le deuxième risque de suivre le premier. Mais au contraire, parce que quand tu entraînes le rappel comme il faut, mettons, avec le chien numéro 1, que ton chien numéro 1 revient 100% du temps au rappel, ton chien numéro 2 va avoir tendance à faire « Ah ouais, il y a des récompenses au bout de ça. Ah ben, tabarnouche. » Fait que, tu sais, ça peut être un couteau à double tranchant comme l'imitation des comportements du chien 1 ou 2 parce que, justement, le chien qui pose pas le comportement va remarquer que le chien qui le fait, ben il est toujours récompensé. Fait que ça peut être aussi facilitant pour toi au niveau de l'éducation. Mettons, je pense à la propreté. Fait que ça a sûrement été plus facile pour toi de mettre ton deuxième chien propre. Parce que le premier était propre. Déjà. Mais si ton premier est mal propre, c'est sûr que ton deuxième avec les odeurs, déjà là, exemple, c'est sûr que ça va être vraiment plus difficile. Là. Vraiment, définitivement. Si ton premier chien est habitué au pipi-pad, deuxième chien pas habitué, il y a des bonnes chances que ton deuxième chien devienne habitué au pipi-pad aussi parce que justement, il voit le premier faire, il fait « Ah, cool, on peut faire ça ici? Cool, on fait ça. » Fait que, tu sais, c'est ça, justement, vraiment aussi de mettre des barèmes, des limites, d'être capable vraiment comme de, justement, gérer les comportements qu'on ne veut pas que le deuxième chien reproduise pour faire en sorte que le premier chien soit déjà comme
bien driver sa couche pour être capable, justement, que le deuxième chien vienne limiter, là. Fait que là, on a deux options. Soit, évidemment, avant d'adopter un nouvel animal, on s'assure de faire vraiment de l'entraînement pour venir à, du moins, diminuer ou voire même éliminer les comportements problématiques pour pas, justement, que notre deuxième animal vienne à reproduire ces comportements-là. Ou bien, évidemment, on peut effectuer au niveau de la gestion. Si je sais que mon chien, exemple, moi, Zora, elle a tendance vraiment à garder cette mauvaise habitude-là, puis elle a été beaucoup renforcée dans le sens où elle a eu souvent l'opportunité de pouvoir fouiller dans la poubelle. Bien, c'est sûr qu'elle a tendance à avoir gardé cette mauvaise habitude-là. Puis ça a tellement été renforcé dans le sens que c'est tellement jackpot quand elle y a accès, parce que souvent, c'est payant. Évidemment, avec tout ce qu'elle y retrouve, qu'elle a quand même, malgré mon entraînement que j'ai pu faire, elle a gardé quand même cette mauvaise habitude-là. Fait que là, évidemment, j'utilise la gestion environnementale, c'est qu'elle n'ait pas accès à la poubelle, ces choses-là. Mais celui-là, bien, comme ça a été plus dur à entraîner, évidemment, quand j'ai adopté mon deuxième chien, bien, j'ai préféré aller avec la gestion, justement, environnementale. Donc, de mettre ma poubelle soit avec vraiment un couvert qui est plus lourd, ou bien de la mettre dans un endroit où elle n'y a pas accès, que ça soit justement dans une armoire, quelque chose comme ça. Donc, on a vraiment soit le choix vraiment au niveau de la gestion environnementale qui peut nous aider, ou bien évidemment d'entraîner. Mais il y a des choses qui c'est plus difficile à entraîner. Puis, tu sais, la gestion environnementale vient patcher pour le bout où tu es en train d'entraîner ou tu as complètement lâché prise sur l'entraînement. Ouais. Par exemple, chez nous, j'habite sur le bord d'un lac, les skidoo sur le lac, oh tabarnouche. Ça me déclenche une meute, là, ridicule. Fait que, aussitôt que les chiens entendent le skidoo, là, c'est la crise d'honneur à la maison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai givré mes fenêtres. Fait que maintenant, quand ils l'entendent, je suis venue associer le fait qu'ils entendent le skidoo à « reviens vers moi, je te donne une récompense », mais ils le voient pas, au moins. Fait que ça m'enlève un certain stimulus, exactement, pour m'éviter justement une gestion à tous les jours, à faire comme le skidoo sur le lac, c'est problématique, tu sais. J'ai enlevé une possibilité, j'ai enlevé une couche. D'où ce que je dis souvent à mes clients, à un moment donné, on peut pas non plus tout entraîner. Là. Donc, tu sais, il y a des choses que ça va être plus difficile, puis ça dépend aussi de chaque personne, justement, le temps que tu as à y consacrer, ton niveau aussi, tu sais, de technique par rapport à l'entraînement. Ton niveau de laisser aller aussi, à un moment donné, c'est ça. Tu peux pas tout entraîner. Donc, c'est là que la gestion environnementale va venir vraiment patcher un petit peu puis nous aider à avoir une meilleure gestion, justement, de nos animaux par la suite. Comme fouiller dans la poubelle, comme tu disais, tu sais, les poubelles à loquer, c'est une bonne solution. Tu sais, comme fouiller dans la poubelle pour un chien, c'est tellement renforçant que même le meilleur des entraînements peut ne pas régler le problème à 100%. Quand t'es pas là pour l'entraîner, le bon comportement. Fait que ton chien n'a pas vraiment de raison de pour produire de fouiller dans la poubelle, c'est tellement payant. Fait que justement, de la ranger, de la cacher, poubelle à loquer, etc., ça vient vraiment comme limiter le risque que ça se reproduise puis l'effet auto-renforçant du problème de comportement. Ouais. Puis tu sais, comme on l'a mentionné aussi auparavant, ça reste un chien avec justement ses comportements propres à lui. Est-ce qu'on veut tous les éliminer? Tu sais, pas nécessairement. Fait vraiment de se consacrer sur qu'est-ce que moi, vraiment, il me dérange. Ça, je vais le travailler. Mais tu sais, un chien, ça reste un chien. Donc, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas nécessairement éliminer à 100%, comme on pourrait parler, on va en parler évidemment dans les épisodes futurs, de tout ce qui est au niveau de la prédation. Oui. On va pouvoir un petit peu la gérer, on va pouvoir peut-être la travailler d'une certaine façon pour apprendre des comportements qui sont plus appropriés, travailler du conditionnement, mais ça reste que c'est un instinct primaire chez l'animal. Est-ce qu'on va être capable de l'éliminer à 100%? Peut-être chez certains individus, mais chez la plupart, c'est impossible. Donc, c'est là que, justement, la gestion, puis aussi, je pense, d'où l'importance aussi de notre travail un peu, c'est de remettre les choses en perspective, puis que c'est pas tout qui s'entraîne, puis c'est pas tout qui se modifie 100% parfait, à 100%. Ça peut pas être ça reste un parfait. chien, là, Mani, c'est comme... Exactement. Je demanderais à... Au même titre que tu as des défauts, tu sais, tu as des défauts, des fois, je suis désorganisée. Bon, écoute, c'est un défaut, je travaille sur moi, mais je suis pas encore parfaite. Même non, principe. c'est ça. Puis tu le seras jamais. Puis exactement. Les chiens, c'est la même chose. Puis chaque individu aussi est différent, a ses préférences, a ses tolérances, a aussi ses défauts, ses qualités. Donc, c'est de jongler à travers ça aussi. T'sais. Vraiment. Puis on veut pas modifier non plus à 100% notre chien, puis on veut lui permettre de rester un chien aussi. Là, oui, oui, clairement. Entraîner 2 chiens en même temps, est-ce que c'est quelque chose pour, comme, dans ton monde à toi, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Ben moi, ça dépend. Si c'est 2 chiens qui savent, qui ont déjà été entraînés ensemble, qui ont déjà une base, ils ont des fondations au niveau de l'entraînement. Exemple, moi, mes chiens, oui, souvent, je vais les entraîner un peu, pas tout, nécessairement en même temps, dans le sens un à la répétition de l'autre. Mais exemple, souvent, moi, je le fais beaucoup avec ma portion de nourriture. Donc, souvent, exemple, je vais donner la moitié de la portion à mon chien. Puis avec l'autre moitié, là, évidemment, je travaille avec Zora. Puis après ça, quand j'ai fini la moitié, ben son autre moitié de portion, elle a, exemple, ça dans son jouet interactif, etc. Puis là, je vais travailler avec Milo.
Des fois, ça peut m'arriver de faire quelques entraînements vraiment simultanés, mais c'est assez rare. Tu sais, je peux pas nécessairement le recommander, mais ça peut se faire, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine base qui est déjà là au niveau des chiens. Là. Fait que, beaucoup de prévisibilité, que les chiens savent déjà attendre leur tour, que la base au niveau justement de l'éducation soit là, puis qu'on sache déjà ce qu'on entraîne, évidemment, c'est déjà du connu. Pour l'animal. C'est sûr que là, si j'entraîne un nouveau comportement que le chien n'a jamais travaillé auparavant, ben là, je vais plus y aller one-on-one. Avoir un congénère qui interfère, ça peut causer un niveau de stress certain chez l'animal que tu es en train d'entraîner. Ben oui, puis juste une distraction en tant que telle, sans nécessairement que ça soit un stress, c'est une distraction. Il y a un autre individu, l'autre individu, ben, il est vivant, il bouge, fait que c'est sûr que ça vient distrayant. Fait que pour l'animal, souvent, c'est sûr qu'au niveau de notre qualité d'apprentissage, ça va être plus difficile ou peut-être un petit peu plus long. Fait que c'est sûr que des fois, pour avoir un meilleur apprentissage qui va être plus rapide, plus cohérent, bien, c'est sûr que des fois, d'y aller un par un, c'est l'idéal, évidemment. Oui, définitivement. Promener 2 chiens en même temps aussi, ça va faire partie des défis que les gens vont rencontrer s'ils adoptent un 2e chien. Parce que faut pas penser que parce que tu adoptes un 2e chien, tu n'as plus besoin d'aller prendre des marches. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La dépense énergétique de ton chien reste la même qu'il y ait un congénère à la maison ou pas. Fait que c'est important de savoir que si tu vas prendre une marche avec ton chien numéro 1 à tous les soirs, mais il va falloir incessamment que tu intègres le chien numéro 2 ou que tu trouves une autre manière de venir gérer la dépense énergétique de ton chien. Fait qu'est-ce que la promenade en nature, à ce moment-là, ça peut être une meilleure option si tu n'as pas le goût d'avoir à gérer 2 chiens qui tirent comme des trucs. Ou peut-être d'entraîner au début pour que, justement, en plus, qu'on ait le 2e animal, bien évidemment, on puisse lui aussi l'entraîner à son tour, tout dépendamment de son niveau d'éducation et d'apprentissage, puis d'entraînement. Et après ça, être capable, évidemment, de les promener simultanément. De façon simultanée, oui, c'est ça. Parce que, justement, et souvent, les gens, déjà, ont de la misère avec la marche en laisse avec leur premier chien. Là, ils viennent rajouter un 2e chien, puis là, ils se font tirer solide, puis ils sont pas contents. Puis là, après ça, ils cherchent des façons rapides de venir fixer le problème. Fait que choker, alti, collier électrique. Fait que, tu sais, souvent, justement, l'entraînement de base de ton premier chien va te donner déjà un bon coup de main avec l'entraînement de base de ton 2e chien parce que tu n'auras pas 2 chiens non entraînés à gérer en même temps. Fait que, tu sais, bien important aussi d'avoir, on le répétera jamais assez, des bonnes fondations avec ton premier chien avant de considérer adopter un 2e. Parce que tu peux pas gérer les mauvais comportements du premier avec le 2e. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, ben là, c'est parce que c'est un petit peu plate, mais ce qui arrive, c'est que tu vas devoir prendre 2 fois plus de temps parce que là, il va falloir que tu ailles marcher avec un en premier, puis après ça, tu ailles marcher avec le second en 2e. Tandis que ce qui est le fun, ben d'ailleurs, c'est le fun aussi de marcher en meute, ça apporte une dynamique qui est différente. Moi, je marche avec mes 2 chiens, mais c'est sûr, c'est ça. À la base, les fondations étaient là. Ma première chienne savait déjà super bien marcher en laisse. Donc, ça a été facile aussi d'intégrer le second. Oui. Aussi. Il était chiot, fait qu'évidemment, c'est sûr, ça a une certaine répercussion. Ben, ça va bien là, quand ils sont bébés chiens. Ouais. C'est ça. Souvent, comme les premières choses que je vais montrer à un nouveau chien qui rentre à la maison, c'est à suivre l'attention sur la laisse. Fait qu'en fait, quand le chien tire, moi, j'arrête de marcher tout simplement, puis je viens récompenser quand il est rendu à mes pieds. Fait qu'il comprend rapidement que quand tu reviens vers moi, tu es récompensé du bon côté, puis t'as pas besoin de tirer pour avancer. On va avancer ensemble, sinon on n'avance plus. C'est tout. Fait que, tu sais, devenir comme déjà l'entraîner au préalable avec mon chien numéro 1, ça me facilite justement la tâche avec mon chien numéro 2 si je les promène en gang. Parce que justement, ils savent, toute la gang, que si l'attention sur la laisse est présente, on n'avance pas, puis c'est tout. Ouais. Fait que, c'est ça. Justement, de venir gérer ce problème-là en amont de la prévision de ton 2e chien. Ben oui. Puis, tu sais, sinon, il y a différentes façons de marcher aussi avec les chiens. Moi, je marche avec mes chiens. Souvent, ça dépend. En laisse, avec le collier plat, ben là, ils savent qu'ils doivent vraiment être plus à proximité, plus sur vraiment une commande de haut pied, sans nécessairement être non plus en dressage à me regarder tout le temps, etc. Mais tandis que vraiment aussi, quand ils ont leur harnais, ben là, on est plus vraiment en marche, fait qu'en calicrosse, un petit peu, là. Donc, là, il va y avoir une certaine, oui, évidemment, une petite traction, mais on s'entend, là, c'est quand même tolérable dans le sens où limité. Tout est tolérable ou intolérable selon la personne qui vit la situation. Fait que, par exemple, moi, les chiens qui me tirent, ça me dérange, mais un chien qui marche, pas de tension sur la laisse, mais pas nécessairement au pied, ça me dérange pas. Mais ça veut pas dire que toi, c'est la même chose. Fait que c'est où ta limite à toi, puis c'est où... Jusqu'à où est-ce que tu vas aller entraîner ton animal pour qu'il vienne justement à un niveau que toi, tu trouves acceptable, tolérable et même
super. T'sais. Puis moi, c'est pas le sujet là, du podcast d'aujourd'hui, mais vu qu'on en parle un petit peu, je trouve intéressant de l'aborder. Mais l'important aussi de comprendre ce que j'aime mes clients, c'est que la marche, au final, c'est pour qui? Bien, c'est pour ton chien. Pour ton chien. Le but, moi, c'est pas de faire une marche de dressage que je veux que le chien soit toujours au pied en train de me regarder. Ce que je veux, c'est simplement justement que la marche soit agréable autant pour moi que pour l'animal. Donc, il n'y a pas de tension, que le chien m'arrache pas le bras. Mais je demande pas que le chien, justement, soit au pied. Moi, il peut être en longe, peut être 5 pieds devant toi, là, mais tant qu'il n'y ait pas de tension sur la laisse, c'est ça que je demande. Mais le but de la promenade, c'est vraiment un moment pour le chien, un moment pour lui permettre d'explorer, de sentir, de regarder, d'observer. Donc, c'est important pour moi de lui laisser une certaine liberté puis libre arbitre de savoir aussi. Même parfois, je fais des marches que c'est eux qui décident, évidemment, dans un cadre quand même sécuritaire. Restreint, on s'entend. S'ils décident d'aller dans la rue, je ne laisserai pas aller dans la rue parce qu'ils décident d'aller par là. Mais que c'est lui qui va un petit peu plus guider aussi la marche parfois. Oui. Donc, on s'arrête dans un sniff spot, puis justement... Je prends 30 secondes, une minute, je prends 30 secondes, une minute, puis j'attends. Quand tu as fini de sentir ce spot-là, on continue, tu sais. Exactement. C'est sûr, il y a des fois, je suis plus... je m'en vais à une certaine place, puis je suis pas nécessairement en promenade, là. C'est plus, exemple, j'amène mes chiens un peu partout avec moi, fait que là, je décide de jouer au Canadien intérieur, là, ils vont me suivre, on va là, puis c'est là qu'on va. Mais, puis si je suis plus pressée, ouais, on y va, puis c'est ça. Mais, dans la plupart du temps, si je vais vraiment en promenade, c'est leur moment à eux, fait que je leur permets cette liberté-là, libre arbitre-là, de pouvoir prendre des choix, de pouvoir choisir où qu'on va, de prendre le temps. Puis je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Peu importe la longueur aussi de ta laisse, qu'elle soit courte ou longue, c'est juste de moins de permettre justement cette certaine liberté-là au chien. Définitivement. Oui, définitivement. Puis c'est vraiment la dépense énergétique est d'autant supérieure quand tu permets au chien justement d'explorer l'environnement, d'aller sentir, de vraiment comme faire ses propres expériences, puis un peu prendre confiance en lui aussi, comme dans l'application de ses instincts naturels. T'sais. Fait que non, moi aussi, je trouve ça vraiment primordial de permettre à son chien d'être un chien. De temps en temps, ça fait du bien. Oui, surtout dans ces moments-là. Oui. Fait que si on résume, mettons, c'est quoi les bonnes pratiques pour avoir un deuxième chien? Donc, dans le fond, on vous recommande d'avoir un deuxième chien qui est adapté à votre premier chien, puis surtout, mais surtout à votre mode de vie à vous. Fait que vraiment, d'avoir un deuxième chien, si t'es une patate de salon, adopte pas un berger australien. C'est ça, à la base, on le sait. Fait que, tu sais, c'est ça, vraiment d'avoir un chien qui est adapté à ta dépense énergétique quotidienne, puis de pas se péter des cartoons en se disant « Oui, vu que j'ai un chien, je vais aller marcher 3 heures par jour. » Si c'est pas réaliste pour toi, ça sera jamais réaliste. Là. Ça, c'est pour toutes les adoptions. De voir au début avec le premier chien, est-ce que déjà là, je suis capable, j'ai assez de temps, est-ce que tous les besoins au niveau de mon premier chien sont comblés? Est-ce que j'ai assez de temps pour le promener? Est-ce que j'ai assez de temps à lui consacrer? Est-ce que j'ai assez de temps pour l'entraînement? C'est parce que si déjà là, vous avez déjà de la misère à trouver du temps, un 10, 15, 20 minutes par jour pour l'entraînement ou pour aller se promener, etc., c'est sûr que là, d'adopter un deuxième chien, c'est peut-être pas l'idéal. Puis est-ce que le moment est opportun en ce moment? Oui. C'est sûr que là, si vous attendez, exemple, vous êtes une jeune famille, vous attendez un enfant, c'est peut-être pas le moment idéal. Là, non, il va y avoir trop de changements dans votre vie dans les prochains temps. T'sais. Fait que c'est vraiment comme d'être capable d'introspection puis de faire c'est quoi le chien qui me convient, c'est quoi le chien qui convient à mon premier chien, puis est-ce que le moment est opportun? Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que mon travail me le permet aussi? Si vous travaillez des 12 heures tous les jours, même si, oui, tu as 15 minutes par soir pour l'entraînement puis 1 heure par jour de la promenade, c'est sûr que ça fait beaucoup. Là. Surtout si vous comptez adopter, exemple, un jeune chiot là, où on doit partir de rien. Là. Exactement. Toujours faire les présentations en lieu neutre. Donc, un lieu neutre ou un lieu qui a été associé positivement pour le chien, mais idéalement pas chez vous dans votre cour. Ouais, extérieur aussi. Extérieur, justement, pour permettre aux chiens d'aller sentir, faire leurs affaires, vivre leur vie de chien, puis laisser la pression diminuer un petit peu. Ça va être important d'avoir des expériences positives à chaque fois, en fait, que vos deux chiens se rencontrent. Fait que si vous êtes capable de faire une intégration graduelle et individuelle au nouvel environnement, ça serait parfait, dans le fond. Fait que, tu sais, d'être capable d'intégrer votre deuxième chien avec votre premier chien, puis qu'à chaque fois, ce soit très cool, payant, motivant, clairement, vous vous mettez en position de succès. Oui, on part avec des bonnes bases. S'assurer d'avoir une bonne gestion environnementale aussi. Oui, vraiment. Voir peut-être au niveau des sexes, mâle-femelle. Des fois, ça fait un petit peu mieux. Fait que, tu sais, si vous y allez pour 2 chiens déjà adultes, il y a des chances, en fait, que ça soit un meilleur fit au niveau du mâle puis de la femelle. De se fier à nos expériences
antérieure, tu sais, comment que ça a été au niveau, justement, de la socialisation. C'est sûr, si notre chien, il a vu plein de chiens mâles, puis c'est un chien mâle aussi à la base, puis ils s'entendent super bien, bien là, peut-être que ça pourrait être un bon fit, mais s'il y en a vu juste 3-4, puis les 3-4 fois qu'il y en a vu, ça s'est moins bien passé ou ça a été plus difficile, ben peut-être prioriser le sexe contraire. Opposé, définitivement. Puis faire surtout beaucoup de gestion présentement pour être capable de faire moins de gestion plus tard. Fait que gestion d'environnement, plus, gestion des interactions, plus, avoir vraiment une bonne connaissance du langage canin pour être capable d'observer quand votre premier chien se sent mal à l'aise avec le deuxième et vice-versa, pour être capable d'intervenir puis de garder la chose toujours positive. Fait que vraiment, le plus de gestion possible dans les premiers temps. Tu sais, on dit que ça prend 3 jours pour un chien dans un nouvel environnement pour décompresser, 3 semaines à un chien pour s'habituer à la routine de son nouvel environnement, puis 3 mois pour se sentir chez soi. Donc, important aussi, quand vous faites une adoption d'un deuxième chien, de se laisser du temps. Fait que de se laisser le temps que chacun s'habitue à chacun, d'apprendre à connaître votre deuxième chien, d'apprendre justement à savoir jongler avec votre nouvelle réalité de chien 1, chien 2, puis justement de vous laisser l'opportunité que ça se passe bien. Là. Ben oui. Vraiment. Fait que c'est ce qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On est très heureuse de partager ça avec vous. Puis, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur nos pages personnelles. Puis, on se dit à la prochaine pour un autre épisode de On en parle en chien.